remercie d'être présent pour cette conférence. Je suis Jérôme Grémaud, je suis ingénieur commercial chez Gerlor. Je suis accompagné de Benoît Gallus, qui fait également partie de l'équipe commerciale de l'entreprise. Et on a le plaisir également d'accueillir Yoann Berouk, qui est le directeur général du groupe CIRES, que vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure. Alors, si on est ensemble aujourd'hui, vous le savez, c'est pour aborder le sujet du data center à horizon 2020. Alors, on va essayer de vous faire découvrir la vision que l'on a du data center en lui-même et un petit peu plus globalement du marché du data center. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est vous présenter un petit peu qui on est et ce qu'on sait faire. La deuxième, c'est vous faire partager donc, notre vision du data center. Et pour illustrer cette vision, Yoann Berouk présentera le projet qu'on a mené ensemble à Tours. Et on a réservé 5 minutes à la fin si vous souhaitez poser quelques questions. Alors, Gerlor, on est spécialisé dans la conception, la réhabilitation et la construction de data centers depuis plus de 20 ans maintenant. On est une quinzaine de personnes réparties sur 4 agences en France, Paris, Lyon, Nantes et Avignon, qui est le siège social de l'entreprise. On a une palette de missions, on propose une palette de missions autour des data centers qui est assez large, couvre très en amont des projets, dans la brique stratégie, on va dire, pour des projets d'aménagement numérique du territoire ou d'accompagnement au choix d'un hébergeur, par exemple. Des missions de conception et de réalisation sur de l'audit, conseil, montage d'opérations data center ou de construction clé en main, et en phase exploitation où on accompagne les exploitants de data center dans la gestion de leur infrastructure technique. Donc, on dispose d'une... Alors oui, et il y a au travers de toutes ces missions, on a deux leitmotifs qu'on essaye d'utiliser au travers de toutes ces missions. Le premier, c'est l'innovation technologique utile, parce qu'évidemment, toute innovation n'est pas forcément bonne à implémenter en fonction du contexte, que ce soit géographique, financier ou technique. Et le deuxième, leitmotiv, sans quoi le premier ne pourrait pas exister, c'est l'indépendance au niveau des marques. C'est-à-dire qu'on maîtrise toutes les technologies du marché. Par contre, on est marié avec aucun fabricant, aucune marque. Donc, on dispose d'une vision qui est assez large sur le marché, qui nous permet d'avoir une vision assez globale sur ce qui se passe sur ce marché, des enjeux et des mutations qui sont en cours. Alors, si on jette un œil sur la... Alors oui, pour nous, le data center de demain, il sera à proximité des usages pour diverses raisons. Donc si on jette un œil sur la répartition des data centers en France, donc j'ai repris la carte du GSMAC, on constate qu'il y a en nombre 40% des data centers qui sont concentrés en région parisienne. Et si on ramène ce ratio en termes d'espace IT ou de puissance IT disponible, on atteint les 75% à peu près. Donc ça s'explique, on l'a vu tout à l'heure à la table ronde, si vous y avez assisté, ça s'explique historiquement la concentration des réseaux, que ce soit télécom ou énergie, un vivier d'entreprises, notamment du CAC 40, qui sont autour de l'Île-de-France. Mais ce qu'on constate depuis 2010, c'est qu'il y a de plus en plus de stocks à Paris, des espaces disponibles. Bon, la virtualisation y est pour beaucoup. Les grands comptes ont déjà été externalisés au sein des espaces. Pourtant, les besoins IT ne cessent d'augmenter. Donc nous, on pense que demain, les data centers seront à proximité des usages en région, essentiellement. Premier facteur, c'est la maîtrise de la localisation des données, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, un DSI ou un dirigeant d'entreprise, il veut savoir où sont ses serveurs, où sont ses données, dans quelles conditions elles sont hébergées. Donc si on part du principe que le facteur géographique
important. Pourquoi aller s'héberger à des milliers de kilomètres si on a la condition évidemment d'avoir le même niveau de service et le même niveau de prix à proximité. La deuxième notion, c'est que si le traitement des données est concentré à un seul et même endroit, ça pose forcément, ils en ont parlé également en table ronde ce matin, ça pose le problème de l'encombrement des réseaux et de l'ultra-dépendance à ces réseaux sur des très longues distances. Donc c'est la logique aussi des GIX régionaux qui évitent à la donnée de faire le tour du monde s'il n'y a pas la nécessité. Et un de nos partenaires aussi qui prenait cet exemple-là, évidemment à transposer à l'échelle du territoire ou même d'une région type Europe. C'est l'exemple de la plateforme pétrolière pour qui il fallait 3 jours pour faire transiter une journée de données au point de traitement. Donc c'est pas durable comme situation. La solution pour laquelle ils ont opté, c'est de mettre en place un mini data center à proximité en local pour effectuer ces pré-traitements et ne faire transiter que la donnée nécessaire. Le troisième point qui va dans le sens de la proximité, acte citoyen, ça fait peut-être un petit peu gros, mais si on considère que la donnée c'est l'or de demain, il y en a qui l'ont très bien compris, c'est toujours les mêmes, mais c'est la vérité. Google, Apple, Facebook et autres, eux l'ont très bien compris. Donc, quand on parle en France, on investit énormément dans les réseaux télécoms et on peut même avoir la fibre dans son salon, mais ça ne suffit pas. Si on veut profiter de l'économie du numérique, il faut pouvoir valoriser cette donnée. Et comme le rappelait Bernard ce matin, la donnée, elle se matérialise à un seul endroit, c'est dans les data centers. Donc si on veut profiter de cette économie numérique, il faut valoriser cette donnée. Et pour valoriser cette donnée, il faut construire des data centers. En plus, en France, on a la chance de disposer d'un terreau d'entreprise qui est ultra compétent dans le domaine. Et ce serait dommage de s'en passer. Ça reviendrait à avoir des grosses autoroutes en France sans bretelles de sortie pour profiter de cette économie. Donc ce serait dommage. Et enfin, évidemment, l'idée de la proximité, c'est aussi pour limiter l'empreinte écologique des data centers, puisque par définition, un data center de proximité il est plus compact, il est moins consommateur d'énergie. Nous, on imagine ne pas dépasser le mégawatt IT, c'est beaucoup plus compact. Et si dans la logique de la Smart City et des écoquartiers en général, le data center il est plus seulement vu comme un consommateur d'énergie, mais il peut être vu aussi comme un contributeur dans cette chaîne énergétique, puisque, vous le savez, un data center ça chauffe 100% de l'année, et on peut récupérer cette chaleur pour chauffer des process qui sont autour. Donc là, on parlerait de chaudière numérique à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Voilà. Donc vous l'aurez compris, le data center à horizon 2020, pour nous, c'est à proximité des usages, mais il y a d'autres aspects que Benoît va vous présenter maintenant. Donc je vais lui laisser la parole tout de suite. Merci. Bien, merci Jérôme. Donc, je suis Benoît Ganous, ingénieur commercial au sein de l'agence parisienne de Gerlor. Donc, pour nous, le data center 2020 pourra être mutualisé. L'une des réformes de la modernisation de l'action publique vise à privilégier aujourd'hui des formes de coopération territoriale innovantes au niveau des collectivités, régions ou métropoles, afin d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus proche. Cela se traduit aujourd'hui par la modernisation des infrastructures informatiques de l'État. L'État aujourd'hui a des centaines de data centers. Ils sont sur une dynamique de rationalisation à environ une vingtaine de data centers
et ils ont désigné 3 grands acteurs qui sont la défense, les finances et l'intérieur pour l'hébergement de leurs données. Et donc cette mutualisation, aujourd'hui, je peux en livrer 3 bénéfices majeurs. Le premier bénéfice qui est tiré de la mutualisation d'un data center concerne l'optimisation des dépenses, en réduisant donc les coûts d'investissement, le CAPEX, et d'exploitation, l'OPEX. Cela va dans le sens de l'État, en général, et des entreprises en particulier, qui cherchent à faire donc des économies. Le deuxième bénéfice, c'est la valorisation humaine, en tant que maillon essentiel dans le développement des entreprises et des connaissances. En échangeant sur les bonnes méthodologies et les retours d'expérience, les personnes qui sont en charge des projets améliorent ainsi leurs connaissances et leurs compétences. Enfin, le dernier bénéfice d'une mutualisation concerne donc la consolidation des projets data center pour éviter leur multiplication au niveau local. Par exemple, au sein d'une région, vous avez une université, vous avez un conseil général, une métropole, vous pouvez avoir les impôts, enfin, différentes entités publiques ou privées. Ces différentes entités ont chacun des projets, généralement à 500, 1 km, 2 km de distance, mais ils ne se parlent pas. Le but, effectivement, c'est en mutualisant, dans ce cas, leurs besoins en ressources informatiques. Donc, ces acteurs publics et ou privés peuvent contribuer à l'émergence de projets numériques innovants au sein de leur territoire. En 2020, le data center sera donc mutualisé, mais surtout performant énergétiquement, en utilisant des solutions de refroidissement innovantes, qui sont adaptées bien évidemment au marché français et qui existent, permettant ainsi une limitation de l'empreinte écologique, comme a pu expliquer Jérôme précédemment. Sujet grandement d'actualité en ce moment avec la vie de notre planète qui se joue à la COP21. Bien évidemment, les bonnes pratiques actuelles sont à utiliser, donc il s'agit de confiner les allées, allées froides, allées chaudes, ça ce sont des classiques, mais il s'agit aussi d'obturer les U disponibles au sein des baies pour éviter les bouclages d'air et donc les déperditions énergétiques. Une solution qui est aujourd'hui d'actualité, c'est une exemple de solution innovante, c'est la géothermie sur nappe phréatique. Sans dénaturer l'écosystème et en suivant scrupuleusement la réglementation environnementale, on a la possibilité de faire du froid gratuitement en été, tout en valorisant la chaleur fatale dans le bâtiment en hiver. Et ce système fonctionnera en mode hybride durant les saisons intermédiaires. Alors ce principe, c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier pour l'Université de Strasbourg, donc data center qui sortira de terre fin 2017. Et on a pu le mettre en œuvre parce qu'à Strasbourg, la nappe phréatique est à seulement 3 mètres de profondeur. Donc il aurait été dommage de ne pas l'utiliser pour pouvoir faire du froid gratuitement. Un autre exemple de solution, donc un data center mutualisé sera aussi à proximité des usages, donc au sein d'une smart city ou d'un écoquartier, comme l'a dit très justement Jérôme, et il sera considéré comme une chaudière numérique. Donc dans ce cas, il tient du bon sens de valoriser les calories pour les réinjecter dans une chaîne de chaleur existante, que ce soit une chaudière centrale ou une piscine. La valorisation à haute température, aujourd'hui, elle a été mise en place par Gerlor au sein de l'Université de Bourgogne, donc à Dijon, et aujourd'hui c'est une première en France. Enfin, l'utilisation du total free cooling et particulièrement le free cooling indirect, la technologie adiabatique, donc Cyrez vous présentera dans peu de temps, donc est une solution respectueuse de l'environnement, avec une très faible consommation, et surtout elle est utilisable partout en France. Aujourd'hui, le territoire français, que ce soit de Brest à Nice, permet l'utilisation de cette technologie-là. Donc adiabatique, c'est qu'on utilise en même temps de la récupération de l'eau de pluie pour pouvoir refroidir l'air extérieur.
Donc, comme vous avez pu le comprendre, donc en 2020, le data center sera... donc, comme vous pouvez le constater surtout, c'est que les technologies existent en France, les techniques existent pour pouvoir créer donc, un éco-data center. Un data center en 2020 qui sera, de la vision de Gerlor, complètement à proximité des usages, mutualisé, qui est la tendance actuelle, et surtout performant énergétiquement. Voilà, écoutez, je vous laisse la parole à Johan Déroux qui vous présentera donc, le groupe CIRES et puis la mise en œuvre de son data center. Merci. Bonjour, donc, je suis Johan Déroux, président de la directeur général du groupe CIRES. Ça y est, alors, le groupe CIRES. Donc, c'est une réponse globale dédiée aux PME. Exactement, c'est un facteur déterminant d'un pari réussi. Je vais l'expliquer plus loin. Et c'est aussi vous présenter les objectifs à moyen terme. Alors, je vais vous faire une petite présentation du groupe CIRES. Je vais essayer d'être succinct, mais bon, c'est important pour comprendre l'intérêt de cette construction de data center. Donc, la société CIRES, c'est 15 ans d'existence. C'est, dans un premier temps, une création de société pour permettre de répondre à des besoins qui, il y a 15 ans, c'était la création de sites internet en grand nombre, donc sous la marque Interactive. Mais très vite, il y a des clients à cette époque qui avaient besoin d'une solution complète avec de l'hébergement d'un site. Donc, c'est pour cette raison qu'on a construit donc, une infrastructure autour de la marque Costim. Et bien sûr, on ne s'est pas arrêté là, on est allé aussi sur les prémices du cloud. En l'occurrence, en 2005, c'était tout ce qui était externalisation de boîte mail sur Exchange, activité qui a eu une très très belle croissance. Et pour permettre de toujours répondre à un besoin de réponse rapide et à un besoin d'offres premium, on a voulu essayer de mettre en place un système qui permette de traiter l'ensemble des logs générés par cette infrastructure afin de répondre à des problématiques on va dire récurrentes des clients. Et donc pour ce faire, l'équipe a utilisé une technologie qui était dans les balbutiements, donc les technologies Big Data autour d'Hadoop. Et fort de cette expérience, on s'est dit on ne va pas s'arrêter là, on va créer la marque Ingency autour du Big Data. Donc maintenant, où en sont ces trois marques? Donc Ingency, on a cette chance d'avoir investi massivement, je dirais, dans la recherche et développement, ce qui a permis de prendre une certaine avance, mais vraiment une avance assez importante en termes de déploiement d'infrastructures Big Data. C'est-à-dire que l'objet, c'est de pouvoir accompagner les sociétés justement dans ce monde qui est le Big Data, qui est vaste et qui est complexe, et de pouvoir mettre en place des infrastructures qui sont vraiment adaptées et dédiées aux besoins du client. On est aussi l'unique partenaire de la société Dell pour tout ce qui est déploiement Big Data en France. Et on a la chance d'avoir des clients prestigieux, mais comme vous savez, c'est un domaine un peu secret encore, et je n'ai pas le droit de les nommer. Donc ça, c'est la marque Ingency. Interactive, on a vraiment voulu garder toute cette expertise que nous avions autour des sites web, qui nous a permis de faire du beau et de l'ergonomie. Pourquoi j'insiste sur ce point? Tout simplement, c'est qu'on propose maintenant des intranets, extranets, sous SharePoint ou autre, et notre leitmotiv, c'est de proposer justement du beau d'ergonomie. On sait tous, on l'a tous vécu, les extranets ou intranets dans les sociétés sont faits par des gens qui oublient souvent que la priorité pour un intranet, c'est l'adhésion. Et donc le sujet maintenant qui nous intéresse, c'est le Steam, pour permettre de développer ces projets et pour permettre de développer aussi nos activités autour du cloud. Il nous fallait un point important, c'était la maîtrise complète de la chaîne de valeur. Avant ça, donc avant l'année dernière, on utilisait des data centers existants, donc présents à Tours, mais hélas, on arrivait à des limites, que ce soit en termes de fiabilité et aussi des limites en termes d'énergie. Ces data centers étaient grands, certes, mais manquaient de puissance. Donc on a pris le parti vraiment de construire un data center pour vraiment avoir une maîtrise complète de la chaîne de valeur. Donc, l'objectif, comme je vous l'ai dit, offrir des technologies performantes pour accompagner la transformation digitale. C'est vraiment notre priorité. Alors, les hébergements, les salles d'hébergement, ce que nous rencontrons régulièrement chez nos clients, donc ça marche, ça fonctionne, il n'y a pas de souci particulier, mais ça devient vieillissant. La déperdition en énergie, on en parlait encore ce midi, les prix de l'énergie pour des petites sociétés font que la consommation va être telle et la facture va être associée est très élevée.
et aussi peu de logique de virtualisation, ce qui demande bien sûr un serveur pour chaque application. Donc c'est bien compliqué. Donc, comme je vous le disais, hein, cette démarche nous a fait dire qu'il fallait vraiment que nous ayons vraiment notre propre data center. Après, pourquoi en région? Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, il y en a plusieurs qui ont encore été évoquées, mais il y a vraiment une volonté de répondre à un besoin client. C'est-à-dire que c'est vrai que ça peut paraître antagoniste quand on demande à des clients, voilà, de leur proposer une externalisation dans le cloud. La première question, c'est où est le data center? Alors que bon, théoriquement, c'est une question qu'on ne devrait pas se poser. Cependant, voilà, c'est vraiment très important pour eux d'avoir une vision claire de la présence du data center, de la qualité du data center, et c'est vrai que les signatures se font de façon beaucoup plus rapide lorsqu'on fait visiter notre data center et que ça rassure mais clairement le client. Donc pour ce faire, on n'est pas expert en construction de data center, c'est quelque chose de très complexe, vous le savez tous, donc on a fait appel au groupe Géolor, justement pour construire un data center qui soit à notre échelle, c'est-à-dire 120 MB, ce qui correspond à un besoin régional, et puis je dirais à notre capacité à évoluer et à croître dans les futures années, et avec une volonté, vraiment une volonté forte d'essayer de faire quelque chose d'innovant, que ce soit en termes d'économie, d'écologie, je dirais surtout, mais qui tend vers l'économie aussi, à terme, et donc d'atteindre ce fameux PUE de 1,20, et non pas 2 comme la majorité des anciens data centers, et avec divers aussi choses qui nous ont amené à cette réflexion. Donc voilà, comme je disais, le data center régional, certes, à 1 heure de Paris, mais voilà, nous, notre activité, la majeure partie des équipes sont, surtout les équipes techniques, sont sur Tours. On a des locaux parisiens, mais il fallait vraiment que notre centre de données soit sur Tours. Il y a aussi, pourquoi nous sommes lancés dans cette aventure, c'est qu'on avait aussi un client important, qui avait un besoin d'être très proche du data center pour des histoires de performance, de calcul des AO. Et ce client était basé à Tours, ce qui nous a permis de nous lancer, de nous apporter un certain apport pour lancer ce data center. Il y a aussi un élément important, c'est le service. C'est là où on doit se démarquer, où on veut se démarquer et où on se démarque. C'est pour ça qu'on ne va pas juste permettre des gestes de proximité. Notre data center, il y a une salle qui est à côté, qui regroupe l'ensemble des équipes hostiles. Donc c'est-à-dire le support niveau 1, niveau 2, niveau 3 sont sur le data center. Et ça nous permet de pousser très très loin les gestes de proximité et de les adapter en fonction des besoins des clients. Et aussi, bien sûr, de proposer donc un site de repli et bien sûr des PRA, PSA, ceci. Alors, le data center constitue en tier 3. Donc bien sûr, réseau électrique entièrement redondé, avec cette contrainte d'avoir des arrivées, que ce soit en termes d'électricité ou en termes d'arrivée Internet, vraiment sans stop. C'était vraiment une priorité. Donc le voici. Bon, il est plus beau, hein, mais voilà, c'était... Donc, quel était aussi, je vous ai évoqué les points un peu écolos de ce data center. Le premier, c'était, vous voyez ce bâtiment, on l'a réaménagé, mais c'est un ancien bâtiment, un entrepôt frigorifique. On dirait qu'il était préconçu pour pouvoir gérer justement des histoires de température. Mais voilà, avec une double coque, ce qui nous a permis d'avoir une belle base et surtout de récupérer un bâtiment qui était voué à disparaître. Il y a la climatisation en free cooling indirect. Bon, pour toute question technique, hein, c'est pas moi qu'il faut voir, hein, l'équipe est là. Hein. Et puis l'alimentation des CTA par collecte d'eau pluviale. Pour être vraiment facile, hein, la rivière est juste à côté. Donc maintenant, on est content, on a fait ce data center en très peu de temps, ça a été très rapide. On a réussi à se caler avec Gerland pour permettre d'atteindre des objectifs et d'atteindre la deadline est très très courte. Et maintenant, quels sont les objectifs pour 2016? Bon, la COP, hein, comme beaucoup de monde. La seconde phase de déploiement, parce qu'on a pris parti de le faire en deux phases. Il fallait pouvoir justement
remplir une première phase pour attaquer la deuxième phase. Donc la deuxième phase va démarrer en 2016. Le data center se remplit bien, on est très content. Et puis proposer des services premium autour du cloud. Parce que notre objet n'est pas de faire comme les grands faiseurs, notre objet est de proposer justement une offre globale, une offre packagée, un accompagnement justement de ces sociétés régionales sur l'externalisation partielle et totale de leur SI, la sécurisation de leur SI et pour leur permettre justement d'aller vers le numérique. Voilà, merci.